Уважаемые участники конференции, нас, людей разных вероисповеданий, разных политических убеждений, представителей разных стран и континентов объединяет общее – тревога за судьбу человечества. Aujourd'hui, le destin de l'humanité est menacé et on voit ici des nations, des représentants de différentes nations regroupés ensemble. Et on voit la destruction de la fondation de l'existence humaine par l'économie mondiale. Mais pour que l'économie mondiale fonctionne correctement, certains postulats doivent être mis de l'avant. L'argent dans le monde devrait être l'équivalent de l'échange de biens et assurer des mouvements de valeur pour la relation entre les pays. Deuxièmement, le monde financier mondial devrait, sur cette base de comment l'argent circule dans le monde, serve les relations entre les pays par des mouvements de capitaux, d'investissement, des prêts, des échanges, des exports, tout ce type de choses. Ces relations-là devraient promouvoir, premièrement et avant tout, la modernisation de l'existence, de créer des nouvelles capacités productives. Et le système bancaire mondial devrait créer plus de richesses, le développement de production dans chaque pays. C'est à ça que devrait servir l'argent au niveau mondial. Répartir le travail et des échanges mutuellement avantageux pour chacun, des nations participantes. La catastrophe de la crise mondiale aujourd'hui est liée avec toutes ces fonctions monétaires ont été totalement transformées. Depuis 1944, le dollar est devenu la monnaie mondiale de référence. De 1971. Et n'est plus vraiment une mesure au service de la production. L'impression de dollars par la Fed, qui est une organisation privée et que la communauté mondiale n'a aucun moyen de la contrôler, donc il y a une pyramide de dollars qui va s'effondrer et qui va mettre l'économie mondiale avec elle par terre. Deuxièmement, on a le système financier mondial qui a amené une énorme capacité virtuelle d'argent. Vous avez des milliards et des milliards qui circulent, qui déterminent la chute, la montée ou l'élévation des prix sur les marchés financiers. Et ça peut détruire pas simplement des industries entières, mais des pays entiers. Ensuite, il y a une guerre financière qui est lancée contre les pays et les gouvernements qui ne s'adaptent pas à ce système, avec les zones offshore, avec des milliers de milliards de capitaux de différents pays qui font de l'évasion fiscale pour ne pas payer d'impôts et qui ne sont pas utilisés dans les ressources des États pour se développer. Et les prêts que fait le FMI sont souvent à des conditions qui endettent encore plus les pays. Donc le système bancaire mondial s'est transformé en une corporation criminelle mondiale qui fait couler le sang à travers son économie et paralysant les devoirs des gouvernements, pillant les populations au nom du supercapitalisme et du capital bancaire. Le secret bancaire, c'est devenu le bastion même de ce système financier. Donc, ils se payent des bonus faramineux, il n'y a pas de contrôle de leurs activités bancaires. Bon, il y a plusieurs millions de milliards de produits dérivés financiers au niveau international. Tout ça s'effondre. Et finalement, on a tout ce système de banque mondiale qu'on appelle le libre-échange, le libéralisme, qui en fait, tout ce que ça fait, cela, c'est ouvre les marchés des pays du tiers-monde à ce grand marché mondial en pillant les matières premières
par les pays dirigeants ce système financier et qui met en faillite, justement, qui empêche la croissance sociale de ces pays-là. La destruction de la fondation de l'économie, des fondations de l'économie mondiale nous amène inévitablement au chaos, à l'instabilité, à la guerre, aux épidémies, des catastrophes, beaucoup de morts, la perte de la souveraineté individuelle et la perte de la souveraineté des États. Tout ça fait partie de la mondialisation pour établir justement un nouvel ordre mondial avec des mécanismes comme la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce et le FMI. Un exemple dramatique, c'est l'Ukraine. Je vais vous montrer cette catastrophe avec des chiffres. Ce qui s'est passé ces 20 dernières années. 6 mois après la proclamation de l'indépendance, ce qui s'est passé en 1992, l'Ukraine a rejoint le FMI et a commencé à emprunter, acceptant les conditionnalités imposées par le FMI. Et en 1995, M. Larouche était venu en Ukraine à notre invitation, à l'époque avec Mme Larouche et d'autres représentants de l'Institut Schiller. Denis Small, Michel Fuchs sont venus également plus tard. Et M. Larouche a pu rencontrer justement le porte-parole du Parlement ukrainien, les membres du Parti socialiste. Il a rencontré également des économistes et des scientifiques. Il leur a dit ce que vous devriez faire et ce que vous ne devriez pas faire. Et ce que vous devez faire si vous voulez une vraie renaissance, une reprise de votre activité économique après cet effondrement. Larouche a montré justement qu'il voulait le développement de notre pays, mais le FMI, lui, il est venu avec des dollars. Pas avec l'amour de la population ukrainienne. Pour donner l'argent aux membres du Parlement. Mais au lieu d'écouter ce qu'a dit Larouche, on a commencé à faire ce que disait le FMI. Privatisation, dérégulation, mécanisme de stabilité financier. Qu'est-ce que la dérégulation? Faire flotter notre taux d'intérêt. Il y avait la privatisation à cette époque qui a été mise vraiment partout, où on vendait, on bradait pour des cacahuètes notre économie réelle, notre agriculture, nos fermes collectives, nos industries. Au niveau macroéconomique, et l'Ukraine a fait une politique de bas salaire, a réduit les dépenses sociales et l'élimination des prêts pour les citoyens. En 2008, l'Ukraine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce. Et les résultats ont été exactement les mêmes. Avec la destruction de la production physique chez nous, en Ukraine, vous pouvez voir dans ce graphique comment le produit intérieur brut depuis 1991 jusqu'à 2012, comment il a changé et comment la production physique a également changé. Je dirais quelque chose sur le PIB, mais regardez la colonne, c'est la production électrique qui a chuté de 65%. De l'acier a chuté presque de moitié, la production d'acier. En 2012, la production de tracteurs, c'était simplement 5% de ce qu'elle était en 1990.
où un tiers de la population vit pourtant dans ces zones rurales. Et on a des terres assez fertiles, très fertiles même. La terre noire, on appelle ça. Si vous regardez, pareil, sur les machines, qui produisaient des machines-outils dans les années 90, des milliers de machines-outils, maintenant, il y a plus simplement de 3 qui sont encore en fonctionnement et qui fonctionnent et ils produisent à peine 40 machines-outils par an. On avait 50 000 petites entreprises qui ont été privatisées et 59% d'entre elles ont été fermées depuis les années 90. L'Ukraine était un pays leader au niveau par individu, avait le meilleur PIB par individu avant. C'était 11% supérieur que la moyenne mondiale au niveau du PIB par habitant. Notre PIB a chuté depuis d'un tiers. Et en 2012, c'était 2 tiers du niveau de 1990 par habitant. Maintenant, on est 40% en dessous de la moyenne mondiale, moins que la Namibie. Voilà, c'est ça aujourd'hui notre production, la production physique chez nous. Donc la base pour la croissance en Ukraine et de notre économie, c'est la science, c'était la base de notre développement. On a toujours été fiers de la science soviétique et ukrainienne en particulier. On était 7e dans le monde sur nos complexes industriels et scientifiques. Mais ce qu'on voit ici, là, c'est la destruction de la science en Ukraine depuis également les années 90, sur les 20 dernières années. On avait 50 000 personnes qui travaillaient dans la science. 500 000, pardon. Des gens génies, mais la plupart aujourd'hui ont quitté les pays. Des centaines de milliers de scientifiques ont été envoyés dans la rue pour vendre des choses, sont devenus des commerciaux. Et des centaines de milliers de jeunes qui auraient dû devenir scientifiques ne le sont pas devenus malheureusement. Non, on voit la chute de 50% justement des gens qui travaillaient dans l'Académie nationale de sciences d'Ukraine. Le nombre de scientifiques dans la deuxième barre en rose qui a chuté de 30%. Et après, les gens employés dans les industries innovantes, c'est pareil, c'est 30% de moins que le niveau des années 90. Et la recherche dans la science et l'industrie, c'est pareil. C'est des chutes extraordinaires. Et le nombre d'industries qui sont reliées à la recherche, c'est simplement 9% de ce qu'il était avant. Et la mise en place de nouvelles technologies, c'est pareil, c'est une chute de 7% de ce que c'était à l'époque. Donc on doit savoir ça. C'était une destruction de la science. C'est-à-dire que le nombre de compagnies engagées justement dans la recherche innovante, c'est simplement 20% de ce qu'il était auparavant. C'est un scandale. C'est une honte pour l'Ukraine. La portion du PIB qui est liée aux nouvelles technologies, c'est
c'est maintenant moins de peut-être 1%, alors qu'à une époque, c'était plus de 50%. On a perdu 12 millions d'emplois en Ukraine. Совершенно не тот характер труда, не тот уровень интеллекта вкладывается в труд. Не та Le taux de chômage est de 10%, mais c'est ce qui est dit officiellement. По оценке Международной организации Mais ça ne montre pas la réalité. в Украине 10%, но это верхушка айсберга, она намного выше. C'est juste le sommet de l'iceberg, comme on dit, c'est bien plus élevé. Внешний долг. Когда произошел Ce qu'on a obtenu en échange de toutes ces pertes ces dernières années, c'est des dettes. L'Union soviétique s'était effondrée. государственный внешний долг в 2 раза превышает объем золотовалютных резервов страны. Donc maintenant, on a une dette extérieure qui est énorme, qui est le double des réserves d'or du pays. Уже около 80% валового продукта страны. Et, Самое страшное, et la croissance de notre dette extérieure a grossi à 80% de notre PIB. C'est l'effondrement de l'économie physique, justement, qui a appauvri massivement la population. сейчас минимальная заработная плата в Украине, установленная за Le salaire minimum en Ukraine, 118 евро в месяц. Минимальная пенсия 86 евро. c'est 100 euros par an, par mois, pardon. У нас климат достаточно Et on ne vit pas en Afrique. холодный. Питаться нужно. On a un climat tempéré. Жилище утеплять. Voilà. Donc on doit porter des vêtements, on doit se chauffer, donc on n'a pas la chaleur tout le temps, donc on n'a pas les moyens les gens n'ont pas les moyens de s'acheter ça. Donc les gens n'ont plus les moyens financiers pour se payer ce genre de choses. Ну, естественно, такая безработица. Donc les gens souvent ont un tiers de ce qui leur est nécessaire à leur propre survie, non qu'un tiers des moyens nécessaires à leur propre survie. Приводят к тому, что идет и вымирание населения, и идет Pour les salaires minimums, donc ça amène justement à la dégradation труда. de nos ressources naturelles. В себестоимости зарплата составляет только 6,3%, тогда когда в Европейском Союзе 40%, в Украине 6,3%. Вот эта нищенская заработная плата. La création de valeur justement dans les salaires, c'est 6,3 en Ukraine, alors que c'est 14 en... В качестве питьевой воды. Рост Donc beaucoup de gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. особенно детских. On a une augmentation massive de la consommation de la drogue et de l'alcool. Стремительно ухудшающийся Une super exploitation des salariés et des travailleurs, avec des effets psychologiques terribles, une criminalité снижение продолжительности. expansive, Средняя продолжительность жизни vraiment в нашей стране une baisse de la qualité de vie de l'ensemble de la population ukrainienne. Même 58 l'expérience de vie même уже на 15 a chuté. меньше, чем в среднем по C'était de 71 à 68 живут 62 года. les 15 dernières années. Тем не менее, по требованию международной C'est en dessous du niveau européen. была проведена Les hommes vivent jusqu'à 62 ans был повышен пенсионный возраст женщинам с 55 et l'Ukraine a accepté les réformes proposées par le FMI На графике, который перед вами, вы видите динамику, pour augmenter justement l'âge, retarder le départ à la retraite. Donc tous ces changements-là par le FMI. C'est ce que M. Larouche, dont il parlait de ça. C'est quand c'est un génocide délibéré. 52 миллиона 100 тысяч En 90, в 2012 году. on avait 62 millions de personnes en Ukraine. 5,6 миллиона. Это сиреневый цвет. Maintenant, on a 45 millions de personnes en 2012, Вот la это population. розовый, Mais 7 миллионов выехавших на заработки. Это людей, которые фактически il y a 7 millions de personnes qui sont parties Польши, России, et vivent à l'étranger pour des raisons économiques. Ils ne sont pas en Ukraine. в стране они найти не могут. Ils sont allés en Russie pour avoir du travail là où ils pouvaient en avoir alors qu'ils n'en avaient pas en Ukraine. Сегодня первое место в мире по детскому Et c'est pourquoi l'Ukraine aujourd'hui, брошенные дети, разрушенные семьи. est le premier en taux d'alcoolisme et de consommation de drogue chez les jeunes. Номинально On avait 52 millions de personnes. 38. Maintenant, c'est officiellement 45 millions, mais en fait, Второй войны c'est plutôt 49. Украина потеряла
Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a perdu 5 millions de personnes. Et 2 millions qui ont été esclavagés ou mis au travail forcé en Allemagne. On a perdu 7 millions de personnes. Mais avec les réformes du FMI, aujourd'hui, on a perdu également 6 millions et demi de personnes et 7 millions qui sont partis. C'est quasiment le double des pertes de la Seconde Guerre mondiale. Et ce que vous voyez, c'est qu'une extrapolation de ce qui aurait pu être la population en Ukraine s'il n'y avait pas eu ça. Si on n'avait pas eu cette décroissance et si on avait eu l'emploi pour tous, l'éducation libre, gratuite, avec de la médecine gratuite, notre population, ce serait 56 millions, presque 57 millions de personnes. Presque 57 millions. Donc c'est un crime. Donc l'Ukraine, comme d'autres pays du monde, arrive à la frontière de l'explosion sociale, des coups politiques permanents, des coups d'État, la perte de souveraineté, un chaos social et la menace même de guerre civile chez nous. Joseph Stiglitz, qui était prix Nobel en février de cette année, il a dit, on peut parler du G7, du G8, du G20, mais c'est le groupe 0. Moi, je suis d'accord avec lui. Ces pays, soi-disant pays leaders du monde, ont montré qu'ils étaient complètement incapables de proposer quelque chose pour sauver l'humanité. Et on voit l'effondrement de l'économie mondiale et nous voyons l'entropie du système britannique financier et l'incapacité des pays dirigeants de nourrir les milliards d'êtres humains sur cette planète. Donc qu'est-ce que doit faire l'humanité? Ne pas faire confiance à l'altruisme des pays capitalistes, mais de regarder des alliances locales au niveau régional ou sous-régional et tenter cette approche-là. Donc la crise de la dette avec l'Union européenne et les États-Unis, on ne peut pas leur faire confiance. Il n'y a pas d'alternative à cette intégration régionale pour sortir de la crise. Nous avons besoin Aujourd'hui, on sait que les populations partout dans n'importe quel pays ne peuvent plus survivre par rapport au nombre qu'ils sont, par rapport aux capacités. Le marché domestique ne répond plus à la demande. Donc il faut absolument une modernisation complète de la production à l'échelle internationale pour créer une croissance réelle, productive, améliorant la vie, allongeant l'espérance de vie. Donc, on a eu un discours de M. Nino Galloni hier pour l'intégration régionale, par exemple en Europe. C'est les projets dont il a parlé. Il y a eu des participants d'Argentine qui a parlé hier également. D'unifier les pays, d'unifier au niveau des pays comme la Rouge l'a proposé autour de ces projets-là. L'intégration régionale, plus on en aura, plus on pourra protéger nos pays contre ces flux de ce système financier actuel. Donc on a besoin d'une réforme globale. Il faut revenir à un alignement normal de nos économies. Des monnaies stables
entre elles, basée sur une production nationale, une souveraineté sur l'émission monétaire, une politique de contrôle de l'émission monétaire, seulement créer de l'argent quand elle crée de la croissance financière. Donc il faut changer le système bancaire qui mettra la coopération entre les pays à un niveau qualitatif différent, avec d'assistance mutuelle. On a besoin de notre propre source de crédit. Ce qu'on appelle la monnaie longue, le crédit à long terme. Et le marché actuel est inacceptable. Il faut des instituts d'investissement, pas tout ce qui est Nasdaq, Dow Jones, tout ça, ça doit être mis en faillite. Pour développer nos propres agences de notation et évaluer nos propres politiques de crédit. De faire réellement, nous, des agences de prise de risque. On a besoin d'une politique d'imposition qui prenne en compte les revenus moyens des gens, la création massive d'emplois dans les secteurs industriels et innovants. Donc on aura besoin de réformer le système bancaire dans le but d'avoir une séparation également des banques, comme on a dit sur le modèle du Glass-Steagall Act, pour éliminer le capital spéculatif et redégager des ressources de crédit pour les investissements à long terme dans des projets à haute intensité capitalistique et se débarrasser du secret bancaire une bonne fois pour toutes. Fini les cachotteries. Donc on a besoin que les pays qui s'unissent dans un effort commun pour s'entraider les uns les autres à contrôler les banques centrales et pas l'inverse. Donc on a besoin de banques de développement régionales pour financer justement la mise en place de la coopération, de projets coopératifs. Et on doit se rappeler pour cela ce que Hamilton a dit. On doit avoir un système de barrières douanières, d'avoir un système de banque nationale, du protectionnisme. Voilà comment on protège les marchés domestiques intérieurs dans nos régions. Voilà la solution. Mais on a autorisé la dérégulation des échanges au niveau international, au niveau régional, partout. Donc, et on autorise quelques ouvertures si c'est pour des infrastructures et des projets communs. Donc on doit avoir une nouvelle coopération comme alternative au libre-échange, respectant la souveraineté des États. Cela peut être fait si on se renforce et on renforce les États à reprendre le contrôle sur l'économie. On a eu une discussion justement sur les gouvernements faibles. Quand vous avez un gouvernement faible, avoir des gouvernements faibles dans des pays comme ça, c'est le rêve de la reine d'Angleterre ou d'Obama, parce que ce qu'ils aiment bien, c'est qu'il est faible. Mais si on a des gouvernements qui ont le courage de faire ces réformes pour la modernisation de la production et d'introduire les nouvelles technologies dans une nouvelle phase, ça demande justement des gouvernements forts et des actions fortes. Monsieur Kotegawa, tout appelé ça, il a dit que c'était une guerre. Et on doit les gagner, les guerres. Pouvez-vous imaginer comme Gorbatchev, ce mec, mais c'est le gouvernement fort soviétique qui avait réussi à faire un changement dans la Seconde Guerre mondiale et sauver aussi l'humanité du fascisme. Ça, c'est vrai. Ça, c'est ça un vrai leader. C'est ce que j'appelle des gens qui ont du courage de diriger les pays. Voilà comment je vois notre approche pour un changement radical dans l'économie mondiale, pour l'intégration internationale. Finalement, je voudrais parler de ce qui se passe pour l'Ukraine dans le projet eurasiatique. L'Ukraine a une chance unique. On peut sauver notre pays en rejoignant
avec le Kazakhstan, la Russie, et de faire une nouvelle union eurasiatique. C'était un objectif nécessaire pour ces pays-là de former ces marchés communs et unifier leurs efforts productifs et leurs capacités d'intervention. Et si cela n'est pas fait, alors la lutte mondiale pour le pillage des ressources va continuer et ça affectera toute l'Eurasie qui sera pillée. Donc c'est une zone où on peut s'unifier, on a une culture commune déjà. Donc l'intégration avec la Russie, et c'est la seule manière, enfin c'est une des manières où l'Ukraine, où la Bélarussie, le Kazakhstan et la Biélorussie agit dans cette direction-là. De manière organique, l'Ukraine, toutes ces années, c'est soi-disant été indépendant toutes ces années, a été dirigée par Bruxelles et Washington, et cela a empêché justement qu'on aille dans cette direction d'union avec les autres. Et les politiciens ukrainiens se sont adaptés en adoptant les décisions justement qui n'avaient pas de sens, alors qu'on aurait pu aller dans l'autre direction. Donc aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est de rejoindre cette union-là, de s'unifier au niveau, de faire un espace ensemble économique. Et l'autorité ukrainienne, malheureusement, n'a pas fait ça et a même annoncé une politique d'intégration à la zone euro, dans la zone de libre-échange avec l'Union européenne et même rejoindre l'OTAN. Donc pour notre stabilité politique, culturelle, financière, c'est la fin. On va se faire ruiner. C'est la route, le chemin de la ruine. Des études ont été faites par l'Institut de recherche statistique qui montrent que la zone de libre-échange de l'Union européenne nous feront perdre une grande partie de notre PIB. Et parce que notre production, ce qui nous reste de production sera à nouveau taxé et on demandera de baisser le niveau. Et nos compagnies, justement, ne pourront pas supporter le coût de l'énergie, par exemple, si on s'aligne sur l'Europe, parce que nous, le coût il est 4 fois moindre. Donc ça veut dire que des entreprises vont encore couler. L'Italie, le Portugal, l'Espagne, tout ce qu'on voit. Et si l'Ukraine rejoint justement ça, alors que si on rejoint justement l'Union eurasiatique, alors là, on aura une autre perspective. On aura une augmentation massive de notre PIB réel. C'est ce que Poutine a dit au président Yanukovych le mois dernier. Donc l'Académie des sciences de Russie pour les prévisions économiques a projeté, selon certaines études, que si l'Ukraine rejoignait leur union, on gagnerait 7 milliards par an et une exportation de plus de 50%, une augmentation de 50% de nos exportations. Donc on peut analyser, si j'avais eu le temps, secteur par secteur, les avantages justement qu'il y aurait à rejoindre de l'Union eurasiatique. Des calculs ont été faits par justement sur la communauté des questions économiques, coopération entre la Russie et l'Ukraine. Ils ont analysé justement l'impact, les impacts directs et les impacts indirects de ce type de coopération. Et tous les scénarios montrent qu'il y aurait une augmentation de ce qu'on produira industriellement parlant, le PIB également, nos exportations. Et au niveau indirect,
on dit que ce serait encore plus d'impact pour notre pays. Donc par-dessus tout, et puis ce qui augmentera par-dessus, c'est notre création de machines-outils, parce que ça a toujours été le cœur en fait du PIB ukrainien. La création de machines. 31% de notre PIB, c'était justement la construction de machines à une époque. Donc si on va travailler avec la Russie, donc on pourra à nouveau reproduire des machines nécessaires. En 2011, il y avait eu une conférence sur ce sujet, justement par rapport à l'intégration eurasiatique de l'Ukraine avec Sergueï Glaziev, qui était secrétaire justement de représentant de cette union-là. Il a dit l'Ukraine doit aspirer, au lieu d'aspirer à rejoindre l'Union européenne, verra si elle le fait, la destruction de son économie et voilà, l'appauvrir. Et se fera un réservoir de travailleurs pas chers, perdant sa souveraineté économique. Et Glaziev a insisté très fortement là-dessus. Donc il a dit maintenant, rejoignez-nous, l'espace eurasiatique qui sera bénéfique pour vous et votre population. Et fera de l'Ukraine, de l'économie ukrainienne, plus compétitive dans le bon sens du terme. Donc de rejoindre ce que disait Glaziev, c'est que ça ne mettra pas en cause la souveraineté de l'Ukraine, sera un partenaire à part entière. Et si l'Ukraine nous rejoint, ça nous donnera accès à des grands potentiels d'investissement pour des grands projets d'infrastructures en commun. Et il n'y a pas d'autre chemin plus bénéfique pour l'Ukraine. Donc l'intégration, justement, dans l'Union eurasiatique proposée par la Russie, c'est la seule possibilité pour l'Ukraine de préserver sa stabilité, son contrôle sur son économie nationale et une possibilité de l'élever à nouveau et de faire des choix civilisationnels, de protéger le pays de cette déstabilisation, des coups d'État nazis et des guerres civiles que certains nous préparent. On en discutait hier. Durant les discussions, il y a quelqu'un qui a parlé d'amour. Comment comprendre l'amour? L'amour pour votre famille, pour votre pays, pour la planète. Et aujourd'hui, c'est un monde d'agression. La faim, c'est une agression. La spéculation, les pyramides de dette, la dictature de l'Empire britannique, ça, c'est maléfique. Et on doit défendre, utiliser l'amour pour se battre contre ce mal. Donc je pense que chacun d'entre nous se battra dans cette noble tâche, dans cette noble cause, pour défendre justement l'amour dont on parlait hier, et que chacun d'entre nous, et j'espère que M. Larouche va rester avec nous très longtemps encore et bosser avec nous et leur amour pour l'humanité et leurs solutions pour l'humanité. Merci à tous.